Bonjour, c'est bon, vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Donc, je m'appelle Florence Fondrier, je suis responsable de la maison des adolescents à Toulouse, donc dans le 31. Juste pour un petit peu mon parcours, je suis assistante sociale de formation et donc j'ai exercé en tant qu'assistante sociale et ensuite j'étais responsable d'une maison des solidarités pendant 13 ans avant d'arriver à la maison des adolescents. Donc, je vais intervenir à la fois sur, par rapport à nos missions de la maison des adolescents, mais aussi par rapport aux services sociaux en général et notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, j'interviendrai aussi avec Stéphanie Labourie qui amènera son témoignage aussi, qui est éducatrice spécialisée à la maison des ados. Bonjour. Voilà, donc la maison des ados, juste une brève présentation, c'est un lieu d'accueil qui accueille les jeunes de 11 à 21 ans, accueille aussi leurs familles et les professionnels. L'accueil est gratuit et peut être anonyme. La MDA, je vais vous expliquer en fait la MDA d'un point de vue global parce que vu que c'est une rencontre dans le cadre d'un réseau national, les réalités des maisons des adolescents ne sont pas toutes les mêmes. Donc, du coup, voilà, si vous devez rencontrer une maison des ados, il faut vraiment savoir exactement quelles sont leurs missions, puisque la maison des adolescents, en fait, dans le 31, est portée par le département. Mais la plupart des autres maisons des ados sont sous forme associative. Philippe, on te voit à poil dans les miroirs. Il y a une interférence, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, les maisons des adolescents sont souvent sous forme associative, ou alors il y a quelques-unes qui sont rattachées à des hôpitaux, ou certaines sont aussi en groupement d'intérêt public. Voilà. Par contre, toutes les maisons des adolescents sont régies par le même cahier des charges. Le portage associatif ou institutionnel peut avoir des incidences sur les modalités de fonctionnement et l'offre de services. La différence aussi, ça dépend du territoire sur lequel on est et la géographie des départements et le nombre de jeunes qui sont sur ces départements. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vraiment se renseigner sur chaque mission des maisons des adolescents. Par rapport à notre intervention aujourd'hui, donc le temps imparti est assez court. Je ne vais pas arriver à tout aborder. Vous pourrez poser des questions effectivement ou demander des précisions sur une partie des propos. Bon, en plus, c'est la première fois qu'on intervient, donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui seront peut-être mal dites ou autres, donc on se lance, on verra bien. Alors, quand on parle de services sociaux, en fait, il y a besoin d'éclaircir un petit peu de quels services sociaux on parle. Il y a d'une part les services sociaux pour lesquels les familles viennent rencontrer pour demander de l'aide. Donc là, les services sociaux en fait, auxquels on s'adresse, ça peut être en maison des solidarités, où vous allez trouver des assistantes sociales et toute une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues et d'autres équipes de prise en charge. Mais en tout cas, la première porte d'entrée, ça va être les assistantes sociales, ça va être aussi la PMI pour les enfants plus jeunes. Nous, à la maison des adolescents, on a des travailleurs sociaux, éducateurs ou assistants sociaux, pour lesquels les familles viennent spontanément nous demander de l'aide également. Voilà. Donc, il y a ces deux types de structures sur lesquelles les familles viennent spontanément. Ensuite, il y a d'autres équipes qui existent et qui évaluent, celles-ci, les informations préoccupantes. Donc, il y a un recueil d'informations préoccupantes qui est fait de façon anonyme ou de façon non anonyme. Cette information préoccupante, elle est transmise à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, à la CRIP. Et ensuite, la CRIP mandate les équipes qui ne font depuis 2 ans sur le département que l'évaluation des informations préoccupantes. Il y a eu un changement dans ce département 31 pour vraiment différencier les équipes qui vont être dans l'accompagnement social des familles et les équipes qui vont évaluer les informations préoccupantes. Puisqu'il y a eu, il y a encore, et je pense que ça va rester encore pendant des années, l'amalgame sur on va voir le service social, on vous enlève le gamin quand ça ne va pas. Donc, en fait, le département a fait ce choix-là de séparer les deux équipes pour ne pas confondre qu'une assistante sociale intervient soit dans le cadre des informations préoccupantes et va proposer une mesure ou pas, ou soit va intervenir quand les personnes viennent spontanément demander de l'aide. Dans les services sociaux, on a aussi affaire aux équipes de l'aide sociale à l'enfance ou les services d'aide éducative en milieu ouvert qui interviennent donc soit dans le cadre d'une mesure administrative pour les services de l'aide sociale à l'enfance,
soit les services d'AEMO, c'est dans le cadre d'une aide éducative en milieu ouvert demandée par la justice, enfin, explicitée par la justice. Le département du 31 délègue ces exercices d'aide éducative en milieu ouvert à des services externes. Ça ne se fait pas dans le département, mais il y a d'autres départements qui exercent également ces aides éducatives en milieu ouvert judiciaire. Les équipes ASE aussi ont l'autre fonction, c'est elles sont en charge aussi de mettre en œuvre et d'accompagner les mesures de placement des enfants qui sont décidées par le juge des enfants. Et les enfants sont alors pris en charge en établissement ou en famille d'accueil. Voilà, ça c'était un petit peu vous expliquer quand on parle de services sociaux, de ne pas amalgamer ceux pour lesquels les familles viennent spontanément demander de l'aide, ceux pour lesquels il y a une information préoccupante et la famille est obligée de se confronter à l'évaluation, et après les services sociaux qui accompagnent une fois qu'il y a une mesure judiciaire ou administrative qui est mise en place. Alors après, pour revenir sur un peu quelles sont les références actuelles des travailleurs sociaux. Donc là, c'est le Code de l'action sociale et des familles qui définit l'évaluation de la façon suivante. Donc là, je vais vous juste lire quelques petites phrases là sur le Code de l'action sociale. L'évaluation a pour objet, d'une part, d'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Deuxièmement, l'évaluation a pour objet de proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. Donc ça, c'est le cadre auquel s'imposent les évaluations, que ce soit en cas d'une IP ou une évaluation dans le cadre où les familles viennent nous demander de l'aide, on a des références et des repères. Donc, l'évaluation porte sur, d'une part, l'existence, la nature et la caractérisation du danger ou du risque de danger encouru par le mineur, et de la capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins. Et troisièmement, les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille et leur aptitude à s'en saisir. Donc, pour faire le lien avec notre thématique actuelle, c'est là où vous allez comprendre où je veux en venir dans la difficulté pour nous d'évaluer les situations pour les enfants à comportement tyrannique. Donc, sont pris en compte au cours de cette évaluation l'avis du mineur sur sa situation et l'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler. Donc, la difficulté d'évaluer et de proposer un accompagnement adapté aux parents et aux enfants en comportement tyrannique, quand on ne connaît pas l'ensemble des difficultés des enfants et des parents, peut être parfois contre-productif et je vais jusqu'à dire qu'on pourrait passer à côté de la bonne évaluation. Alors, à bonne entre guillemets, évidemment, hein, pas de bonne ou de mauvaise, mais enfin, pour proposer des choses adéquates aux familles. Récemment, là, il y a 15 jours, je crois, à peu près, nous avons organisé à la Maison des Adolescents un quiz d'ado avec l'association React. Donc, le quiz d'ado, en fait, c'est la présentation d'une thématique avec un échange après avec des professionnels de l'adolescence ou de l'enfance. C'est plutôt pour nous. Enfin, nous, en Maison des Ados, on est plutôt axés sur les adolescents. Une professionnelle témoignait en disant qu'elle était, à l'issue de la présentation, assez stupéfaite par les repères et les apports qu'ont présentés l'association, c'est Marion qui intervenait. Et pour elle, il semblait que ça déstabilisait complètement les repères que nous avons en tant que service social. Et elle disait qu'elle pensait pourtant en France qu'on était un peu à la pointe et avec la pratique des évaluations que l'on a et les référentiels qui existent. Et en fait, elle repensait à l'issue de la présentation aux situations qu'elle avait eu à évaluer en se disant que peut-être, elle n'avait peut-être pas évalué au mieux la situation de la famille par méconnaissance des enfants en comportement tyrannique. Et c'est vrai que l'équipe de la Maison des Ados donc, avait invité l'association React pour comprendre ce phénomène. On était tous coachés aussi d'apprendre qu'il y avait ce type d'enfants avec l'ensemble de ces problèmes et la répercussion sur les parents et comment les parents pouvaient après intervenir auprès de leur enfant, quelles étaient les solutions, enfin, les capacités éducatives des uns et des autres pour arriver à
y voir un peu plus clair et à aider ses parents et ses enfants en souffrance. En fait, la plupart du temps, les services sociaux, quand on a évalué des situations, on voit apparaître que les capacités des parents à répondre aux besoins de leurs enfants ne sont pas à la hauteur. On parle souvent de carence éducative ou de négligence, ou de maltraitance également. Mais nous n'avons pas beaucoup à évaluer des situations où les parents ne sont pas défaillants. De plus aussi, on recueille la parole de l'enfant. Et la parole de l'enfant, dans le cas des enfants en comportement tyrannique, si j'ai bien compris toutes les présentations qu'on a eues, il expliquait que le jeune ne fait rien transparaître par la parole, peut nier les violences ou les constats des parents et peuvent également dénigrer les paroles de leurs parents. Donc là aussi, la difficulté pour nous d'entendre un enfant qui va dire le contraire de son parent, pour lequel nous, on se dit que la parole de l'enfant est quand même fondamentale, même si, je mets juste un petit bémol, effectivement, il y a eu le procès d'Outreau sur lequel il y a eu voilà, des réflexions qui sont arrivées après la parole de l'enfant parce que ça a permis, entre guillemets, enfin, il y a eu des accusations qui ont été portées et qui finalement étaient fausses. Mais ceci dit, la plupart du temps, au-delà des situations extrêmes, vraiment la parole de l'enfant, pour nous, c'est quelque chose d'important sur lequel on s'appuie. Et donc, quand l'enfant va nier tout ce qui se passe, on se dit, mais qui dit vrai, quoi. On en est où, quoi. L'évaluation se fait aussi auprès des établissements scolaires. Or, l'enfant, il a expliqué qu'il adapte son comportement à l'extérieur du foyer familial pour éviter le jugement d'autrui, et ces troubles du comportement ne sont pas visibles à l'extérieur. Décrédibilise les parents, ce qui renforce bien que c'est la relation, pour nous, services sociaux, avec les parents qui dysfonctionne. C'est notre logique de service social, en fait. Il y a aussi un autre point sur l'accessibilité aux soins, qui est aussi un problème important, puisque le jeune ou l'enfant ne reconnaît pas ses difficultés, et quand on évalue, voilà, il nous dit en gros, enfin, il peut nous dire en gros qu'il n'a pas de difficulté. On sait comment l'adhésion à une démarche de soins contribue aussi à une amélioration de la situation. Et donc, un soin contraint n'est pas efficace. Donc, qu'est-ce qu'on va projeter sur le soin et sur des préconisations de soins si on sait que derrière, ça ne va pas être efficace? Donc, après, même si on en est convaincu, il faut convaincre les parents aussi d'amener les enfants pour l'amener vers le soin et vers les prises en charge. Donc, en fait, on se retrouve dans ces évaluations à savoir que proposer aux parents qui livrent leur souffrance et aux enfants qui sont dans la toute-puissance et accessibles à pas grand-chose. Nos références, nous, c'est de soutenir une relation éducative, d'échanger avec son enfant, c'est ce qu'on préconise souvent, enfin, la plupart du temps, quoi. De restaurer le dialogue quand il a été rompu, de négocier ce qui est acceptable, de poser des limites. Mais tous ces repères semblent vraiment contre-productifs pour ces enfants. Donc, c'est là où c'est extrêmement compliqué, sur lequel on peut arriver à proposer des choses qui sont absolument contre-productives pour les parents et pour ces situations avec ces enfants qui ont ces comportements-là. On évalue aussi parfois qu'une séparation serait profitable. Alors que dans le cas de l'évaluation, on essaye de passer par tout ce qui est voilà, dialogue avec le parent, place des parents dans la relation éducative. Et l'idée de proposer un placement aux enfants et aux parents, c'est vraiment extrême. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on propose en premier lieu. Et c'est là aussi où peut-être qu'il me semble que dans les situations d'enfants en comportement tyrannique, et il y a eu des témoignages là sur le chat actuellement aussi, en expliquant que le placement peut être bénéfique. C'est la séparation qui est bénéfique avec le parent pour que ces enfants puissent être toujours en lien avec leurs parents, que les parents n'arrivent pas à ce sentiment de baisser les bras et de se dire on n'y arrivera jamais et du coup il faut le placer. C'est vraiment le placement qui est vu dans ces enfants en comportement tyrannique comme une solution entre guillemets à leurs problèmes pour garder et maintenir le contact justement avec son enfant et de le maintenir dans de bonnes conditions et d'éviter le rejet de ces enfants qui ont mis à mal, on le voit pendant des années, leurs parents et qui sont complètement à bout.
Voilà, donc il y a effectivement les situations pour lesquelles on connaît ces enfants en comportement tyrannique et on a été sensibilisé à quelles sont les solutions possibles aussi à proposer et comment aider les parents. Et là, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va parler concrètement de situations puisque on accueille à la maison des ados des parents qui arrivent complètement épuisés par leur situation avec leurs enfants. Oui, bonjour. J'essayais de suivre en même temps que ton intervention, Florence, les remarques qu'il pouvait y avoir dans le chat et je lisais qu'un parent témoignait de la difficulté d'amener en fait, de venir rencontrer des professionnels et d'amener son adolescent, par exemple, à la maison des adolescents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous arrive très souvent et dont on a conscience. On fait très attention du coup à l'accueil qu'on propose et aux parents et aux jeunes, parce que voilà, on est conscient que cette démarche-là n'est pas anodine, qu'on se met un peu sous les projecteurs des professionnels et que voilà, c'est jamais simple, quoi. Moi, c'est vrai que depuis que l'association React est intervenue à la maison des adolescents, j'ai aussi fait une formation, enfin la formation d'une journée que React propose, et ça me permet de, comme le disait le docteur Esperanza, enfin, les groupes de guidance parentale, on peut en avoir mis en place à la maison des ados, mais en ayant connaissance de voilà, enfin, que des parents sont confrontés à des choses, à des troubles plus importants que la simple adolescence, en fait, ça nous permet finalement de les orienter au mieux vers d'autres groupes de parents plus compétents que ce que nous, on peut proposer à la maison des ados, parce qu'on voit bien que le partage avec les parents, mais c'est fondamental, et c'est vrai que cette comment dire, cette collaboration entre parents experts en fait de la situation, enfin, nous on le voit sur nos petits groupes de guidance parentale pour les adolescents, mais combien ça fait du bien aux parents de se sentir entendus, reconnus, et nous on rencontre très souvent des parents qui ont perdu confiance totalement dans leurs compétences parentales en fait, donc notre boulot c'est vraiment de les faire retrouver confiance en eux, enfin, valoriser tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'ils font parce qu'ils n'arrivent plus à le voir en fait. Ils n'arrivent plus non plus à voir ce que leurs enfants peuvent mettre en place aussi de positif parce que il y a tellement de violence, tellement de choses qui empêchent d'être dans des moments de plaisir aussi que je pense que ces groupes de parole, alors c'est vrai que sur la Haute-Garonne, on a la chance qu'ils existent en fait, et on n'hésite pas à le proposer aux parents qu'on rencontre. Nous, les parents qu'on rencontre, moi j'en ai deux en tête en fait, c'est des parents mais qui sont vidés, lessivés. En même temps qu'on les oriente vers React, on leur propose de s'organiser pour que leurs enfants aillent passer un week-end ou quelques jours chez les grands-parents ou dans la famille, tout ça, pour prendre un week-end pour eux. C'est souvent des parents qui, depuis la naissance de l'enfant, n'ont plus jamais retrouvé un moment de couple, en fait, un moment de répit. Et voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles on est de plus en plus attentif, compte tenu des témoignages voilà, qu'on a pu recevoir et des formations qui nous sont proposées par l'association. Et ça vient vraiment enrichir nos pratiques professionnelles et j'espère, alors je lisais aussi sur le chat que moi avant de bosser à la maison des ados, je bossais à l'aide sociale à l'enfance, donc ça me touche énormément les témoignages de parents là que je vois avec des parents qui se sentent très soutenus et d'autres par contre qui se sont sentis très très jugés. Je pense que la méconnaissance par les professionnels, en fait, comme le disait Florence Andriès, de tous ces troubles associés que l'enfant peut développer au sein de la famille et sur lesquels il peut se contenir à l'extérieur, c'est fondamental qu'on soit informé. Donc, moi, je trouve que ces formations-là sont nécessaires et que voilà, que les formateurs, enfin, je sais pas, peut-être intervenir dans les écoles de formation. Finalement, moi, là,
lundi, je suis jury des écoles d'éduc. Peut-être que React pourrait passer aussi directement en fait auprès des éducateurs à la source ou dans les écoles d'assistants sociaux pour sensibiliser en fait. Pour que effectivement ce que je lis dans le chat, ben, ça se passe de moins en moins en fait, que les parents soient de moins en moins stigmatisés et qui subissent pas une double violence, celle intrafamiliale et celle ben, de l'environnement professionnel. Voilà. Alors je sais pas, Florence, si c'est un peu ça que tu attendais de mon intervention. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est bien ça. Effectivement, c'est le témoignage direct de quand on connaît, quand on ne connaît pas. Et Stéphanie, quand on a préparé l'intervention, disait qu'elle s'appuyait beaucoup sur la plaquette aussi. Ah oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire, pardon, c'est vrai, tu as raison de le stipuler parce qu'en fait, quand j'essaie de repérer un peu maladroitement encore, mais des parents qui vivent ben, des situations que les parents qui sont là aujourd'hui présents ben, vivent aussi, moi je m'appuie drôlement sur la plaquette en fait pour lire ce que vous avez. Enfin, elle est super bien faite, moi je trouve cette plaquette parce que il y a comment on se ressent en tant que parent quand on vit ces situations-là, comment l'enfant il est perçu, enfin, ou dans quel état il est. Et en fait, chaque fois, pratiquement, ben, les parents ils cochent toutes les cases, quoi. Donc, et du coup, ça les amène à se dire, ben, il y a bien un endroit en fait qui existe et dans lequel on pourrait se retrouver, quoi. Voilà. Dans le chat aussi, il est dit sur les placements. Alors, c'est là où c'est compliqué, effectivement, de penser qu'un placement est la meilleure solution pour l'enfant et sa famille à un moment donné, quand ça vient que des services sociaux. Et là, moi, ce que j'ai compris avec les interventions qu'on a eues de l'association React, c'est qu'il il y a des familles qui le demandent, le placement, parce que ça ne donne pas la même chose et les arguments ne sont pas les mêmes. Quand c'est une famille qui le demande parce qu'elle a identifié que c'était bénéfique pour l'enfant de vivre cette séparation, alors que quand les services sociaux l'imposent, cette séparation, alors je ne veux pas dire qu'elle est systématiquement suivie des faits, parce que c'est une proposition que le fait un juge des enfants. Et c'est le juge des enfants qui décide, et le juge des enfants, enfin, entend le service social, certes, mais aussi les parents. Il y a ce débat contradictoire. Après, au niveau des parents, devant un juge des enfants, on peut très bien aussi arriver avec un avocat. Bon, ce n'est pas systématique, et bon, l'expérience fait que ça peut rassurer les parents. Après, voilà, si ça peut rassurer en tout cas les parents, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas indispensable. Après, je pense que les histoires de placement, il faut aussi s'appuyer sur les parents qui ont vécu la même chose et de voir en quoi ça peut être bénéfique ou pas pour leur enfant, parce que pour pas que ça soit senti comme une sanction, après, il faut arriver à ce que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance aussi aient bien connaissance de ces enfants qui ont ces comportements-là et ceux qui font vivre aux parents, parce que je pense que le placement doit être amené différemment pour un parent qui peut être défaillant à un moment donné et un parent qui vit avec ses enfants en comportement tyrannique et pour lequel les préconisations sont complètement différentes que pour d'autres parents pour lesquels l'enfant a des difficultés. Certes, les parents ont quelques difficultés, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'association aussi pour expliciter les placements et en quoi ça peut être bien ou pas, ou comment expliquer la problématique de ces enfants aux services sociaux et aux équipes qui vont les prendre en charge. Voilà, il est 15h16, je crois qu'on a essayé de respecter le temps. Et donc, on vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et c'est vrai que moi, depuis que je connais l'association React, j'essaye d'informer un maximum tous les collègues, les professionnels, les réseaux des maisons des ados aussi, hein, sur lequel en Occitanie, j'ai diffusé l'information comme vous existez. Au niveau national aussi, j'ai une rencontre bientôt. Voilà, parce que je pense que vraiment, on peut passer en tant que services sociaux et maisons des ados, enfin tout service qui est en charge ou en lien avec des adolescents et avec des jeunes enfants, parce que c'est vrai que nous, on a le prisme adolescent, mais on sait aussi que les comportements de ces enfants commencent très jeunes. Et donc, je pense que plus on intervient au départ, moins les parents sont épuisés et mieux la collaboration se passe et mieux la prise en charge des enfants reste efficace au niveau des soins également. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup.